Le 12 juillet. Une ville européenne moderne se transforme soudainement en une base militaire assiégée. La vie normale est paralysée. L'économie de la région est à l'arrêt. Dans le ciel, des hélicoptères de police tournoient en continu. Les rues sont hermétiquement bloquées par des véhicules blindés de plusieurs tonnes et des milliers de forces de l'ordre en équipement d'assaut lourd isolent des quartiers entiers par des cordons vivants. Vous pourriez penser que c'est une opération d'envergure des forces spéciales ou un protocole de sécurité pour la visite du président des États-Unis d'Amérique. Vous vous trompez. Toute cette machine d'État de répression colossale qui brûle des dizaines de millions d'euros du portefeuille des contribuables ordinaires en une seule journée est mobilisée pour un seul objectif absurde. Pour qu'un groupe d'hommes adultes en costume strict, chapeau melon historique et ruban orange vif puisse simplement défiler au son des tambours géants. Regardez plus attentivement ce qui entoure ces hommes en chapeau melon. Vous ne verrez pas simplement un cordon policier, vous verrez la mobilisation totale de l'appareil d'État de coercition. Pour que ce défilé ait lieu, la ville moderne se transforme en forteresse assiégée. Les rues sont bloquées par des véhicules blindés de plusieurs tonnes. Dans le ciel, tournoient des hélicoptères de police qui scannent méthodiquement la foule et les toits des maisons. Des milliers d'agents des forces de l'ordre, en équipement lourd, avec boucliers et matraques, forment des cordons vivants, isolant des quartiers entiers. La vie normale s'arrête, le transport public s'arrête, les magasins ferment, l'économie d'une région entière s'immobilise. Les gens qui ne participent pas à cet événement sont forcés de changer leur plan, de rester chez eux ou de quitter la ville pour ne pas se retrouver au cœur d'une explosion de rue potentielle. Et ici surgit la première question, la plus froide et la plus sobrifiante, qui change complètement la perspective de perception. Comment se fait-il qu'un État démocratique moderne, détenteur du monopole de la violence et du contrôle, servent docilement les intérêts d'un club privé fermé? Ce n'est pas une fête nationale approuvée par un parlement laïque pour unir la nation. Ce n'est pas un défilé militaire de l'armée régulière. Devant nous, une fraternité religieuse-politique absolument privée, un club élitiste par intérêt, qui par son statut juridique ne devrait se distinguer en rien d'une société de pêcheurs ou d'une association d'amateurs d'antiquités. Néanmoins, afin que les membres de ce club privé puissent passer dans certaines rues à un moment précis, l'État au XXIe siècle est prêt à paralyser sa propre infrastructure. L'État assume volontairement d'énormes coûts financiers, payant les heures supplémentaires de la police, la logistique de sécurité et le nettoyage des zones du portefeuille des contribuables ordinaires. Aucune autre organisation associative au monde ne possède un tel privilège sans précédent. Le droit d'imposer sa volonté physique à l'espace d'un État entier, forçant ce dernier à jouer le rôle de garde du corps soumis. Ce spectacle hypnotise par son cynisme ouvert et institutionnel. Nous avons l'habitude de chercher le vrai pouvoir dans les ombres. Nous avons l'habitude de croire que le monde est gouverné par des loges secrètes, se réunissant dans des bunkers souterrains. Que les décisions globales sont prises derrière les portes closes des banques suisses ou dans les coulisses de sociétés secrètes au nom mystique. La culture de masse nous a habitués à une conspiration facile et bon marché. Mais le vrai pouvoir n'a pas besoin d'obscurité. Le vrai pouvoir méprise le secret, parce que le secret est le lot des faibles, de ceux qui craignent d'être démasqués. Le pouvoir véritable, absolu, défile en plein jour, sous le roulement assourdissant des tambours, démontrant à tous son invulnérabilité. Il ne cache pas les visages. Il enfile des chapeaux melons, noue des rubans orange et force la police à lui dégager le chemin. La force de cette structure réside précisément dans son audace publique, dans sa capacité à rendre l'absurde légal et le radical respectable. Le paradoxe de ce tableau
réside dans le fait que, devant nous, ne se trouvent pas des rebelles défiant le système. Devant nous se trouvent des gens qui sont le système lui-même. Simplement, aujourd'hui, ils ont revêtu leurs habits rituels. Ils ne demandent pas l'autorisation à l'État pour organiser leur marche. Ils le mettent devant le fait accompli. Et l'État obéit, parce que pendant de nombreuses décennies, ce club privé a méthodiquement, pas à pas, construit un empire dont les processions de rue ne sont que le sommet d'un gigantesque iceberg bureaucratique. Derrière ces marches folkloriques se cache un calcul froid, une irréprochabilité juridique et une discipline de caste impitoyable. C'est l'histoire de la façon dont la loyauté religieuse a été convertie en capital politique, puis en dictat institutionnel incontestable. Dans ce vidéo-essai, nous ne nous livrerons pas à la recherche de signes mystiques sur d'anciens bâtiments ou à l'analyse de rituels secrets d'initiation. Nous disséquons l'anatomie du vrai pouvoir. Je vais vous montrer comment fonctionne la mécanique du contrôle des territoires, des esprits et des lois. Nous allons parcourir le chemin des rues assourdissantes où battent les tambours, jusqu'au cabinet tranquille où sont signés les trusts fonciers. Je vous promets de prouver, sur la base de données ouvertes et de faits juridiques secs, que ces personnes ont tenu légalement en otage le gouvernement d'un pays entier pendant des décennies. Vous verrez comment a été créée une machine capable d'ignorer les institutions démocratiques tout en restant dans le cadre de la loi. Mais pour comprendre comment ils ont infiltré les plus hautes sphères du pouvoir et appris à dicter leur volonté au Premier ministre, nous devons d'abord comprendre comment ils ont capturé la terre sous nos pieds. Il nous faudra regarder derrière la façade de cette fête et examiner les documents ennuyeux et gris dans lesquels réside la vraie magie de la domination politique. Lorsque les tambours de rue se taisent, que le cordon policier est levé et que les caméras de télévision partent chercher de nouveaux reportages, l'illusion du carnaval festif se dissipe définitivement. Ce qui reste après la marche est bien plus important que le défilé lui-même. Les rues se vident, mais le pouvoir ne va nulle part. Il retourne dans ses résidences permanentes. Nous avons l'habitude de penser que le contrôle géopolitique s'exerce par des garnisons armées, des postes de contrôle ou des bâtiments gouvernementaux pavoisés de drapeaux. Mais le vrai pouvoir de base, capable de survivre à tout changement de gouvernement et de régime politique, se construit autrement. Il se construit en briques et en béton, au carrefour de routes provinciales et sur les places centrales des villes. Si vous voulez comprendre comment une organisation religieuse privée maintient des régions entières dans une étreinte d'acier, il vous faut détourner le regard des rubans voyants et regarder les bâtiments discrets, parfois franchement ennuyeux, dispersés dans tout le pays. Ce sont les salles oranges. C'est le système nerveux de l'Empire, ses vaisseaux sanguins et ses principaux ancrages territoriaux. Ouvrez les registres cadastraux publics. Appliquez des méthodes de base de renseignement open source. Vous n'avez pas besoin de satellites espions ou de dépêches secrètes interceptées pour voir l'ampleur de ce phénomène. Il suffit d'analyser les extraits de propriété, et devant vous se déploiera le tableau d'une expansion territoriale sans précédent. Les salles oranges forment un gigantesque réseau capillaire de biens immobiliers qui, méthodiquement, décade après décade, a enserré le pays. Elles se dressent au centre des grandes villes, elles dominent les quartiers résidentiels, elles se tiennent solitaires, mais fières, au carrefour des routes rurales. Chaque tel bâtiment n'est pas simplement un lieu de réunion pour un club d'intérêt, c'est un marqueur physique de domination. C'est un pieu enfoncé dans le sol qui déclare à tous les alentours « Ce territoire nous appartient ». Et le plus étonnant réside dans la manière exacte dont cette immense propriété est structurée. Ici, nous plongeons dans le monde des documents ennuyeux et poussiéreux qui rebutent les amateurs de sensations bon marché, mais c'est précisément dans ces papiers que se trouve codé le code génétique de leur puissance. L'ordre orange ne possède pas tout cet immobilier comme une seule corporation. Ce serait trop vulnérable.
Au lieu de cela, ils ont construit un système de trusts locaux génial dans sa simplicité juridique. Chaque salle orange est enregistrée au nom de fiduciaires, des membres respectés de la communauté locale. C'est un mécanisme absolument légal, cristallin devant la loi. Les trusts protègent les bâtiments de la saisie, des réclamations financières envers la direction centrale et de toute tentative de l'État d'intervenir dans les affaires internes de l'ordre sur place. Ils ne cachent pas leurs actifs, ils les enregistrent. Ils ne dissimulent pas leur statut, ils les publient. Ils ne s'enfoncent pas dans la clandestinité. Ils s'intègrent avec finesse dans le code civil et fiscal en vigueur. C'est le pouvoir des papiers ennuyeux. C'est le pouvoir des formulations juridiques. C'est un pouvoir qui se conquiert non pas avec une arme à la main, mais avec un contrat de vente, d'achat de terrain bien rédigé à un carrefour stratégiquement important. Mais ce n'est que la moitié du tableau bureaucratique. L'hypocrisie institutionnelle véritable se révèle lorsque nous regardons le statut financier de ces innombrables trusts. Dans une société démocratique qui proclame à chaque coin de rue les principes d'égalité, d'inclusivité et de tolérance, une part significative des structures de l'ordre orange bénéficie légalement du statut d'organisation caritative. Arrêtez-vous et méditez sur ce fait. Une organisation dont le principe fondamental, documenté, est la ségrégation religieuse la plus stricte. Une organisation dont les statuts interdisent explicitement et sans ambiguïté d'admettre dans ses rangs des catholiques ou ceux dont les conjoints sont catholiques. Cette même organisation est enregistrée par les commissions d'État comme une structure apportant un bénéfice public. Ce statut de charité ouvre les portes à d'immenses privilèges financiers. Il donne droit à des exonérations fiscales. Il permet de recevoir des subventions étatiques et municipales pour la rénovation des bâtiments, le développement d'initiatives culturelles, la préservation du patrimoine historique. L'argent des contribuables, parmi lesquels des millions de ces mêmes personnes auxquelles l'entrée dans ce club est à jamais fermée en raison de leur naissance et de leur confession, subventionne indirectement ou directement l'entretien des salles oranges. C'est l'illustration parfaite de l'audace institutionnelle. Ils ont créé un système où la société est obligée de financer sa propre ségrégation. L'État ne tolère pas simplement cette discrimination dans le secteur privé, il l'encourage par des déductions fiscales, légalisant le statut de ces clubs fermés comme piliers de la société civile. Les salles oranges fonctionnent comme des frontières invisibles qui divisent la société en deux parties inégales. Pour certains, c'est le centre de la vie sociale, l'endroit où sont conclus des contrats d'affaires, où les jeunes trouvent du travail par la protection des frères aînés, où se forment des liens informels qui ouvrent les portes des mairies et des services de police. Pour les autres, c'est un mur sourd et imprenable. Vous pouvez vivre dans la maison voisine, vous pouvez être un homme d'affaires prospère, un brillant médecin ou un professeur respecté, mais si votre affiliation religieuse ne correspond pas au statut, vous ne franchirez jamais le seuil de cette salle. Vous ne deviendrez jamais partie d'un réseau de confiance qui décide de la manière dont votre quartier se développera. Cette discrimination légale, emballée dans l'enveloppe de la liberté d'association, se transforme en un obstacle systémique insurmontable. Elle fonctionne plus efficacement que n'importe quelle interdiction officielle parce qu'elle est invisible pour les étrangers, mais absolument évidente pour les locaux. C'est précisément dans ces murs, protégés par des documents de trust et des statuts caritatifs, que se forge la vraie loyauté. Ici, les hommes apprennent à subordonner leurs ambitions personnelles aux intérêts de la fraternité. Ici se forme cette solidarité de caste impénétrable qui les pousse à défiler dans les rues en francs unis. La terre et les bâtiments leur donnent un point d'appui. Les documents ennuyeux leur donnent une invulnérabilité juridique. Les exonérations fiscales leur assurent une indépendance financière. Mais l'ordre orange n'aurait jamais atteint le statut d'État dans l'État si c'était limité au contrôle de l'immobilier et à l'organisation de parades. La possession de la terre n'est qu'une préparation d'une tête de pont.
C'est une infrastructure créée pour réaliser un objectif bien plus ambitieux. Ayant accumulé une masse critique d'influence territoriale et financière, la fraternité a réalisé l'essentiel. Pour protéger ses intérêts, il ne suffit pas d'influencer les politiciens de l'extérieur. Il faut devenir politicien. Il faut abolir la frontière entre le club religieux privé et le pouvoir étatique. Et ils l'ont fait avec la même froideur bureaucratique et la même ouverture que pour immatriculer leurs parcelles de terrain. Ils n'ont pas organisé de coup d'État. Ils ont simplement réécrit les règles du jeu politique en leur faveur, créant un mécanisme de contrôle direct sur le parti au pouvoir, sans équivalent dans la démocratie occidentale moderne. Mais de ce mécanisme, de la manière dont le statut dans l'ordre se convertissait directement en siège au Parlement, et de la façon dont un club privé nommait officiellement des ministres, nous parlerons à l'étape suivante de notre enquête. Nous avons l'habitude de percevoir la politique à travers le prisme des débats télévisés, des campagnes électorales et des discours flamboyants depuis les tribunes. On nous a inculqué la pensée confortable que la démocratie naît dans l'isoloir, où le citoyen libre fait son choix indépendant. Dans ce tableau idéaliste du monde, les politiciens jouent le rôle de managers à gages, dont le pouvoir est limité par la Constitution et dont les décisions dépendent de la volonté des électeurs. Si nous soupçonnons les politiciens de malhonnêteté, nous cherchons habituellement des traces de corruption, de complots secrets avec les grandes entreprises ou de financements illégaux de l'étranger. Nous cherchons un complot. Nous cherchons une transaction cachée. Mais l'histoire de l'ordre orange détruit impitoyablement cette illusion naïve, démontrant un niveau de gestion de l'État tout à fait différent. Ils n'ont pas acheté les électeurs. Ils n'ont pas organisé de rébellion armée. Ils n'ont pas falsifié les bulletins de vote sous le couvert de la nuit. Ils ont fait quelque chose de bien plus élégant, cynique et juridiquement irréprochable. Ils ont simplement privatisé le parti au pouvoir lui-même, transformant un club religieux privé en filtre officiel de recrutement et idéologique pour un État entier. Et ils l'ont fait de manière absolument ouverte, en consolidant leur pouvoir dans des documents officiels que n'importe qui pouvait lire dans une bibliothèque publique. Pour réaliser l'ampleur de cette anomalie institutionnelle, il nous faut examiner attentivement le paysage politique de l'Irlande du Nord au XXe siècle. Pendant des décennies, le parti unioniste d'Ulster a détenu le monopole absolu sur la formation du gouvernement ici. Ce n'était pas simplement une force politique, c'était un colossal léviathan étatique qui contrôlait tous les domaines de la vie. De la distribution des logements municipaux à la nomination des juges et des chefs de police. Le poste de leader de ce parti signifiait automatiquement le siège de Premier ministre. Et c'est précisément ici, au cœur même de cette machine au pouvoir, que nous découvrons la bombe analytique principale de notre enquête, qui ferme définitivement la question de qui gérait réellement le pays. Jusqu'en 2005, l'ordre orange avait le droit officiel, inscrit dans les statuts du parti, de nommer ses délégués au conseil de gestion du parti unioniste d'Ulster. Arrêtez-vous une seconde et méditez sur le sens juridique et politique de ce fait. Ce n'est pas du lobbying comme celui que nous rencontrons dans les démocraties occidentales modernes. Ce n'est pas un groupe de pression qui tente d'influencer les députés de l'extérieur par des pétitions ou des dons de sponsoring. Ce ne sont pas des rencontres informelles dans des restaurants ou des clubs privés. C'est un fait absolument légal, cristallin documenté, de contrôle direct d'une organisation privée sur l'appareil d'État. Imaginez un instant que dans les statuts du parti au pouvoir d'une puissance nucléaire aujourd'hui, soit inscrit un article stipulant qu'une association d'amateurs de golf, n'admettant dans ses rangs que des personnes d'une certaine foi, a le droit garanti de nommer des centaines de délégués au Conseil supérieur du parti qui forment le gouvernement. Cela sonne comme un absurde, comme un scénario de roman dystopique.
Mais c'est exactement ainsi que fonctionnait le système. Un club privé, avec des règles de ségrégation strictes, possédait officiellement un paquet impressionnant d'actions votantes au sein du parti politique qui gouvernait des millions de citoyens. Cette bureaucratie papier, ouverte, assurait à l'ordre ce qu'on appelle un paquet bloquant. Les délégués de l'ordre votaient au congrès du parti en bloc uni. Aucun leader du parti unioniste d'Ulster ne pouvait être élu à son poste s'il n'obtenait pas l'approbation des frères Orange. Aucune loi importante ne pouvait être faite passer par le Parlement si elle contredisait les intérêts de ce club religieux. Les politiciens dont les noms défilaient dans les titres des journaux, dont les visages apparaissaient à la télévision, étaient en réalité ligotés mains et pieds. Leur indépendance publique n'était qu'une belle façade. En coulisses, ils savaient parfaitement. Un mot de travers, un compromis avec les adversaires idéologiques, un pas de côté par rapport à la ligne dure de la fraternité. Et à la prochaine réunion du conseil du parti, le bloc monolithique des délégués de l'ordre voterait contre eux, détruisant à jamais leur carrière politique. C'était un chantage institutionnel légal, élevé au rang de norme politique. C'est précisément ce mécanisme qui a engendré le phénomène unique de la porte tournante, qui assurait la pénétration totale de l'ordre dans toutes les pores de l'État. Le statut dans l'ordre orange se convertissait directement en pouvoir dans le monde séculier. Cela fonctionnait comme un escalator impeccable de mobilité sociale. Si un jeune homme issu du milieu unioniste voulait faire carrière, il n'avait pas besoin de commencer par de l'agitation de rue ou d'écrire de brillants programmes politiques. La première chose qu'il devait faire était d'entrer dans la loge locale, de nouer la ruban orange et de commencer à assister régulièrement aux réunions dans la salle orange. La salle locale servait de véritable centre de primaire. C'est précisément là, parmi les siens, à huis clos, que les frères observaient le nouveau venu. Là était évaluée sa loyauté, sa disposition à se soumettre à la discipline, sa capacité à tenir sa langue, et ce n'est qu'après qu'il avait prouvé sa dévotion absolue aux intérêts du club que l'ordre activait sa ressource bureaucratique. La porte tournante fonctionnait sans faille. L'homme qui avait mérité la confiance à l'intérieur du club religieux privé recevait soudain le soutien du parti aux élections municipales locales. Puis il passait au poste de maire. De là, on le présentait au Parlement régional. Parallèlement à ce processus, exactement la même porte tournante fonctionnait dans les structures de force. Les officiers de police haut placés, les juges, les procureurs, tous étaient membres des mêmes loges, prononçaient les mêmes serments de fidélité et défilaient dans les mêmes colonnes dans les rues des villes. Quand un citoyen ordinaire, non membre de l'ordre, tentait de trouver justice, il se heurtait à un mur monolithique. S'il portait plainte à la police contre les actions illégales de membres de loge, cette plainte était examinée par un officier qui, le soir même, pouvait s'asseoir à la même table que l'accusé dans la salle orange. Si l'affaire allait au tribunal, le verdict était rendu par un juge avec le même ruban orange dans son armoire. Ce n'est pas un complot secret des Illuminati se réunissant dans des sous-sols à la lueur des chandelles. C'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à un État. La routinisation du contrôle de caste. Quand le pouvoir d'un club privé devient tellement quotidien, tellement imprégné de procédures bureaucratiques et de statuts officiels, que la société cesse de remarquer son anormalité. L'ordre a créé la machine politique idéale, où les institutions démocratiques, tribunaux, élections, parlements, continuaient d'exister formellement, mais leur contenu réel avait été évidé et remplacé par la solidarité religieuse et de classe de la fraternité. Ils ont construit un système dans lequel l'État ne pouvait pas leur ordonner quoi que ce soit, parce qu'ils étaient cet État même. Mais toute, même la plus parfaite machine politique locale, se heurte tôt ou tard à des défis qu'elle ne peut contrôler. Quand on a l'habitude de dicter sa volonté à toute une région pendant des décennies, on perd le contact avec la réalité. On commence à croire que son pouvoir est absolu et intouchable.
Et un jour, cette assurance arrogante mène à une confrontation non pas simplement avec l'opposition locale, mais avec l'ordre géopolitique mondial. Le désir d'un club privé de démontrer son pouvoir sur une unique rue d'une petite ville déclenche soudain une réaction en chaîne qui force les plus hauts dirigeants des États-Unis d'Amérique et le Premier ministre du Royaume-Uni à intervenir. Un défilé local avec tambour se transforme en crise, révélant la vraie psychologie des élites et montrant de quoi la fraternité est capable quand son autorité est mise en doute. Mais pour comprendre l'anatomie de cet énorme dysfonctionnement géopolitique, il nous faut remonter aux années 1990 et étudier les événements entrés dans l'histoire sous le nom de Drumcree. Toute, même la plus parfaite et rodée machine institutionnelle, devient tôt ou tard otage de sa propre suffisance. Quand, pendant de nombreuses générations, votre structure contrôle sans entrave les nominations de ministres, de juges et de chefs de police, quand vos ambitions territoriales sont protégées par des documents de trust et des subventions étatiques, surgit une illusion dangereuse d'omnipotence absolue. L'ordre orange, qui avait fonctionné pendant des décennies comme le squelette occulte de l'État, s'est cru que le monde se plierait toujours à ses règles. Mais dans les années 1990 du XXe siècle, cette assurance de béton armé s'est heurtée à une réalité changeante. Et ce choc n'a pas eu lieu dans des bureaux élevés, pas lors d'une session parlementaire, ni lors de négociations diplomatiques. Il a eu lieu sur un minuscule tronçon de bitume provincial, géographiquement insignifiant. Pour comprendre la vraie nature du pouvoir de cette fraternité et mettre à nu le mécanisme psychologique le plus profond qui lie les élites, il nous faut examiner la crise de Drumcree. Cet événement est entré pour toujours dans l'histoire, comme le moment où l'entêtement local d'un club privé a fait trembler l'architecture géopolitique mondiale, et où les leaders du monde ont réalisé avec horreur qu'ils étaient impuissants face à des hommes défilant au son des tambours. Imaginez une petite ville dont la géographie est traversée de lignes de division invisibles, mais mortellement dangereuses. Sur la périphérie de cette ville se dresse une ancienne église. De cette église part une route qui mène directement à travers un quartier habité exclusivement par des catholiques, qui, historiquement, n'ont pas le droit d'entrer dans l'ordre, et pour qui cette marche est le symbole d'une humiliation séculaire et de la domination d'une caste étrangère. Pour une personne ordinaire pensant en termes de bon sens, la solution au problème semble élémentaire. Il suffit de changer l'itinéraire du défilé. Il suffit de passer par la rue voisine, d'éviter la confrontation et de terminer paisiblement la fête. Mais pour l'ordre orange, céder ne serait-ce qu'un mètre de bitume signifiait détruire l'essence même de sa monopolie territoriale. Dans leur vision du monde, le droit de passer là où ils veulent et quand ils veulent n'était pas sujet à aucune discussion. Ce n'était pas simplement de l'entêtement, c'était une manifestation de statut. S'ils ne passaient pas par cette rue précise, cela signifiait qu'ils n'étaient plus les maîtres de cette terre. Cela signifiait que leur pouvoir était fini et leur autorité mise en doute. Et quand la commission d'État sur les parades, fatiguée de la tension constante et de la pression des organisations de défense des droits, interdit officiellement pour la première fois depuis longtemps cet itinéraire précis, le système a explosé. Ce qui avait commencé comme une dispute locale sur l'itinéraire d'un seul défilé privé s'est transformé en quelques jours en paralysie totale d'une région entière. L'ordre a démontré qu'il pouvait éteindre l'État d'un claquement de doigts. Des dizaines de milliers d'hommes adultes de tout le pays se sont rassemblés dans la petite ville pour défendre leur droit à la marche. Ils érigeaient des barricades en feu. Ils bloquaient les autoroutes clés, paralysant la logistique des ports et aéroports. Ils arrêtaient les trains. Ils assiégeaient les cordons policiers,
utilisant des engins de construction lourds et des tracteurs agricoles pour percer les barrières étatiques. La police, cette même police, dont les hauts dirigeants étaient eux-mêmes membres de loges et portaient des chapeaux melons, se trouva dans un état de schizophrénie. Les officiers de base se tenaient en cordon, regardant dans les yeux leurs frères avec qui ils pouvaient s'asseoir la veille dans la même salle orange. L'État perdait des dizaines de millions d'euros par jour pour payer les heures supplémentaires des forces de l'ordre et la liquidation des conséquences des émeutes. L'économie roulait à toute vitesse vers l'abîme et le chaos régnait dans les rues. Ce n'était pas un soulèvement classique de marginaux. C'était une grève structurelle des propriétaires mêmes de l'État, qui décidèrent de punir leur propre appareil de gestion pour avoir tenté de manifester de la désobéissance. Et c'est précisément à ce moment que le dispute territorial local se transforma en crise géopolitique globale de niveau supérieur. Nous étions dans les années 1990. Se déroulait un processus de paix extrêmement complexe et incroyablement fragile, dans lequel la communauté internationale avait investi des efforts colossaux. Dans ce processus avaient été investis des capitaux politiques, des ressources diplomatiques et les réputations personnelles des leaders mondiaux. Et soudain, toute cette architecture globale de sécurité se trouva menacée de destruction totale parce qu'un seul club privé refusait catégoriquement de changer l'itinéraire de sa promenade. À Washington, le président des États-Unis d'Amérique recevait des rapports urgents des services de renseignement sur la situation sur une petite route provinciale. À Londres, le Premier ministre du Royaume-Uni passait des nuits blanches sur la ligne gouvernementale sécurisée, essayant de trouver une sortie du cul-de-sac diplomatique. C'était le moment d'une absurdité géopolitique absolue, cristalline. Les leaders des puissances nucléaires, qui gèrent les marchés globaux, dictent leur volonté à des continents entiers, se trouvèrent en otage d'un groupe d'hommes avec des rubans orange en bandoulière. Les leaders mondiaux étaient nerveux. Ils s'appelaient les uns les autres. Ils envoyaient des émissaires spéciaux, mais ils ne pouvaient rien ordonner à la fraternité. Parce que la fraternité fonctionnait en dehors de la logique des compromis internationaux. Surgit une question froide, analytique. Pourquoi la machine étatique n'a-t-elle pas simplement écrasé ce club ? Pourquoi les élites, disposant d'une armée, de services secrets et d'un appareil répressif illimité, continuaient-elles à s'accrocher à cet ordre? Tentaient-elles de mener avec lui des négociations épuisantes et allaient-elles à des concessions humiliantes? La réponse ne réside pas dans des calculs politiques secs, ni dans la peur des émeutes de rue. La réponse réside dans la psychologie la plus profonde, primitive des élites. L'Ordre orange a construit un mécanisme de solidarité de classe qui s'est avéré plus fort que n'importe quelle constitution séculière, plus fort que les lois parlementaires et plus fort que le droit international. Pour comprendre la mécanique de ce phénomène, il faut se transporter mentalement à l'intérieur d'une salle orange fermée au moment d'un rituel. Dans la vie quotidienne, la société est strictement divisée par statut. Un frère est un membre influent du Parlement. Un autre est le chef de la police régionale. Un troisième est un riche propriétaire terrien. Un quatrième est un simple ouvrier du bâtiment. Dans le monde séculier, ils sont entravés par des protocoles stricts, des subordonnations hiérarchiques et des masques publics. Mais quand les lourdes portes de la salle se ferment, quand ils enfilent les mêmes régalias historiques et se tiennent épaule contre épaule, toutes les barrières sociales s'effondrent instantanément. À cet instant se produit une union physique, corporelle de la caste. Les masques publics sont irrémédiablement jetés. L'influent politicien cesse d'être ministre, il devient simplement un frère, égal parmi les siens. Le chef de police oublie ses instructions de service, parce qu'il a devant lui un homme qui lui a juré une fidélité éternelle. Ce n'est pas simplement une alliance intellectuelle,
Ce n'est pas un parti politique ordinaire avec une plateforme électorale changeante. C'est une confiance tribale, archaïque, forgée dans un collectif masculin fermé. Ils marchent au même rythme. Ils écoutent le même roulement assourdissant des tambours qui synchronisent leur respiration. Ils partagent les mêmes secrets sacrés qu'il est interdit de porter au-delà de la fraternité. Et quand ces hommes quittent la salle et retournent dans leurs bureaux ministériels, leurs tribunaux et leurs postes de police, cette confiance tribale se transforme inévitablement, comme une loi physique, en loi étatique et en décision de gestion. Le juge ne peut pas condamner impartialement son frère de loge, parce que les lie quelque chose de plus ancien et de plus puissant que les paragraphes du Code pénal. Le député ne peut pas voter contre les intérêts de l'ordre, parce que cela signifierait la trahison de sa meute, l'exil honteux de la tribu, la perte totale de l'identité sociale et l'effondrement de toute une vie. Cette psychologie cachée du club fermé explique exhaustivement pourquoi l'État s'est trouvé paralysé face à la crise de Drumcree. La machine étatique ne pouvait physiquement pas attaquer l'ordre à pleine force, parce qu'une part significative de cette machine était elle-même composée de membres de l'ordre. Le système nerveux de l'État était irrémédiablement affecté par le virus de la loyauté fraternelle. Quand le gouvernement à Londres exigeait des actions dures et immédiates pour disperser les barricades illégales, ses ordres directs descendaient la chaîne des instances et se dissolvaient sans trace dans un sabotage sourd et silencieux sur place. Les inspecteurs de police regardaient miraculeusement de l'autre côté quand des camions d'approvisionnement arrivaient aux barricades. Les fonctionnaires municipaux traînaient intentionnellement l'exécution des injonctions judiciaires. C'était un exemple idéal, documenté, de la manière dont les liens informels, scellés par un serment dans un club privé, annulent complètement la verticale officielle du pouvoir étatique. Les élites s'accrochaient à l'ordre parce que l'ordre était leur fondement génétique, leur zone de confort psychologique, cet endroit même où elles puisaient la confiance en leur légitimité exclusive. La crise de Drumcree a impitoyablement révélé la terrible vérité sur la fragilité de la démocratie moderne. Elle a montré de manière éclatante à tout le monde que les institutions formelles, les parlements, les constitutions signées et les traités internationaux ne sont qu'une fine pellicule illusoire de civilisation. Et sous cette pellicule transparente pulse une force sombre, puissante, primitive de loyauté tribale, capable à tout moment de jaillir au dehors et de dicter ses conditions intransigeantes. Et quand cette force se légalise à travers des statuts caritatifs, quand elle s'habille de costumes stricts et introduit officiellement ses délégués dans les partis au pouvoir, elle devient véritablement invincible. La communauté internationale regardait ce paradoxe institutionnel avec une horreur ouverte et une totale incompréhension, refusant de croire qu'une organisation religieuse privée pouvait tenir en haleine les leaders de puissances nucléaires. Mais derrière cette confrontation géopolitique se cache un autre, bien plus terrible et profond clivage social. La normalisation de ce pouvoir ouvert a mené à des conséquences fatales pour toute la société, en générant une atmosphère étouffante d'impunité totale, devant laquelle capitulaient massivement les journalistes, intellectuels et défenseurs des droits. Après que les tambours se taisent et que les passions géopolitiques autour des barricades de rue cèdent la place à un épuisement diplomatique sourd, survient le moment d'une réévaluation sociale profonde. Nous avons suivi comment un club religieux privé a transformé des trusts fonciers légaux en un empire territorial impénétrable. Nous avons vu comment ils ont converti cette terre en pouvoir, en s'assurant le droit officiel de nommer des politiciens du parti au pouvoir. Nous avons été témoins de la manière dont leur entêtement local a fait nerveuser la plus haute direction des États-Unis d'Amérique et paralyser l'infrastructure d'une région entière. Mais tous ces faits, aussi stupéfiants qu'ils paraissent sur le papier, ne révèlent pas la conséquence principale de leur activité. Le plus terrible ne réside pas dans les routes bloquées ni dans les statuts partisans. La véritable tragédie
réside dans cette atmosphère glaciale et étouffante d'impunité qui, pendant des décennies, a méthodiquement imprégné chaque pore de la société, forçant des millions de personnes à accepter l'absurde comme une norme. Le pouvoir de l'ordre orange a atteint son triomphe principal, non pas quand il a soumis les politiciens, mais quand il a forcé la société à se résigner à son existence, comme à une loi inévitable de la nature. En plongeant dans le paysage social façonné sous la dictée de cette fraternité, nous ressentons une gradation émotionnelle progressive et inexorable. D'abord surgit le choc de la discrimination ouverte et légale. Puis vient l'étonnement devant l'impuissance des institutions étatiques. Et ensuite, tout cela cède la place à un froid lourd, philosophique, de la prise de conscience que le système n'est pas cassé par hasard. Il est cassé fondamentalement par le dessein des architectes qui ont intégré ce dysfonctionnement dans le fondement même de l'État. Surgit une question logique. Où est la célèbre presse occidentale? Pourquoi le journalisme libre, les organisations de défense des droits et les intellectuels indépendants capitulent-ils devant cette machine institutionnelle? Pourquoi ne soulèvent-ils pas un tollé de dimension mondiale? Ne demandent-ils pas d'enquête et ne dénoncent-ils pas cette monopolie de caste à chaque coin de rue? La réponse frappe par sa simplicité cynique. Ils capitulent non par peur de représailles physiques, ils capitulent devant la façade légale de respectabilité. Parce que ces personnes qui devraient critiquer ne sont pas des marginaux se cachant dans des ruelles. Ce ne sont pas des radicaux armés au visage masqué. Ce sont eux qui sont l'establishment. Comment pouvez-vous écrire un article dévastateur sur la corruption ou la discrimination systémique si la personne que vous accusez de créer des conditions intolérables pour un groupe social entier est un maire respecté de la ville? Comment pouvez-vous intenter un procès contre une organisation qui a bloqué l'accès à votre propriété pendant une marche si le juge qui examinera votre affaire est membre de la même loge et levé des toasts la veille au soir pour la prospérité de l'ordre? Comment pouvez-vous exiger de la police une enquête impartiale sur les affrontements si le chef du service de police régional participe lui-même régulièrement aux marches en chapeau melon et ruban orange? Les défenseurs des droits et les journalistes se retrouvent dans un vide sourd, impénétrable. Ils frappent aux portes des institutions démocratiques. Et derrière ces portes siègent des personnes qui se sont prêtées serment de fidélité les unes aux autres dans une salle fermée. Cette solidarité circulaire, scellée par la tradition religieuse et le statut caritatif, crée un bouclier idéal contre toute critique. Le système est construit de telle sorte qu'il est pratiquement impossible d'accuser l'ordre de violation de la loi, parce que l'ordre forme lui-même cette loi, l'interprète lui-même et veille lui-même à son exécution. Ici, nous approchons du conflit structurel le plus douloureux, qui met à nu l'impuissance totale des démocraties libérales modernes face à la loyauté tribale archaïque. La démocratie repose sur la foi que les institutions sont neutres. Elle suppose que le juge se guide par la Constitution, le policier par ses instructions de service et le fonctionnaire par les intérêts de tous les citoyens à parts égales. Mais l'expérience de l'ordre orange prouve que cette foi n'est qu'une illusion fragile. La démocratie se révèle absolument impuissante quand les lois sont interprétées par des personnes dont la loyauté primaire appartient à une fraternité fermée. L'appareil étatique se transforme en coquille vide, en façade, derrière laquelle les décisions réelles sont prises sur la base de la solidarité de caste. Le citoyen ordinaire, non admis à ces mystères sacrés, se transforme en figurant dans son propre pays. Il peut payer ses impôts consciencieusement, aller voter, respecter toutes les règles de circulation, mais il ne pourra jamais influencer les décisions stratégiques, parce que ces décisions sont prises là où son entrée lui est catégoriquement interdite. Et la manifestation la plus cynique de cette impuissance
se matérialise dans les chiffres que la société est forcée de payer de sa poche. Réfléchissez au fardeau budgétaire que porte l'État pour assurer le confort d'une seule organisation privée. Des millions d'euros sont dépensés annuellement pour la protection de leur marche pacifique, particulièrement à des dates comme le 12 juillet. Ces sommes colossales sont formées des impôts des citoyens, dont une part significative est considérée, selon les statuts de l'ordre lui-même, comme des personnes de second rang, indignes d'entrer dans le club. Ces argent ne va pas à la construction de nouveaux hôpitaux, d'écoles modernes ou au développement des infrastructures. Il va au paiement des heures supplémentaires pour des milliers de policiers, à la location d'hélicoptères, à l'érection de barrières métalliques de plusieurs kilomètres et au nettoyage de montagnes d'ordures restant après la fête de la ségrégation. L'État, en substance, impose une dîme à ses citoyens pour financer la démonstration de force de ceux qui tiennent cet État en subordination. Et la société le tolère. Elle le tolère pendant des décennies, parce que la machine de normalisation fonctionne sans faille. L'ordre a réussi à inculquer à des millions de personnes l'idée que leurs marches sont une partie intégrante de la culture. Un héritage historique qu'il faut respecter et préserver. Ils ont habilement substitué les concepts, transformant un acte de domination territoriale en un innocent festival folklorique. Et cette substitution a fonctionné. Même ces citoyens qui n'éprouvent aucune sympathie pour l'ordre s'habituent à l'idée que les rues bloquées, l'économie arrêtée et les dépenses en millions pour la police sont simplement un prix inévitable pour la tradition, comme un mauvais temps ou un rhume saisonnier. Cette passivité de la société, ce consentement silencieux à payer son propre emprisonnement institutionnel, est la plus grande victoire de la fraternité. Ils ont vaincu non pas parce qu'ils étaient plus forts au combat ouvert. Ils ont vaincu parce qu'ils ont épuisé la société par leur invulnérabilité bureaucratique, leur capacité à légaliser l'absurde et leur confiance absolue en leur propre justesse. Ce paralysie sociale, cet état d'impuissance apprise face aux institutions élitistes fermées, nous force à poser les questions les plus inconfortables sur la nature du pouvoir moderne. Nous observons comment une organisation légale et enregistrée, bénéficiant d'exonérations fiscales et protégée par les lois sur la liberté de réunion, détruit méthodiquement le principe d'égalité devant la loi. Nous voyons comment l'ouverture formelle de leur statut et la transparence de leur trust foncier servent paradoxalement de camouflage idéal pour la discrimination structurelle la plus profonde. Et ce phénomène ne peut pas être attribué à une contingence historique ou à une spécificité locale. C'est un modèle universel de la manière dont une minorité organisée, soudée par une discipline rigide et une solidarité religioso-tribale, peut parasiter avec succès les institutions démocratiques, les soumettant à sa volonté. Nous faisons face à un problème gigantesque qui n'a pas de solution politique simple, parce qu'il est enraciné non pas dans l'économie, mais dans l'essence même de la nature humaine, dans le besoin d'appartenir à une tribu forte et de dominer les étrangers. Que doit faire l'État quand une part significative de ses élites politiques, judiciaires et sécuritaires place légalement sa loyauté à sa fraternité religieuse privée au-dessus de sa loyauté à la Constitution nationale? Comment gouverner un pays si les personnes chargées de protéger la loi prêtent d'abord un serment sacré de fidélité les unes aux autres derrière des portes closes, et seulement ensuite prêtent serment publiquement à la société? Nous avons l'habitude de croire que le conflit d'intérêts peut être résolu par des mécanismes de déclaration de revenus et de transparence bureaucratique. Mais comment déclarer un serment spirituel? Comment mesurer la profondeur de l'attachement primitif qui pousse un haut fonctionnaire à risquer sa carrière pour protéger un membre de sa loge? Ces questions flottent dans l'air, révélant un vide béant au cœur même de la pensée juridique occidentale. Ce n'est pas simplement une ruse rhétorique, c'est un paradoxe structurel fondamental qui détruit la conception même de l'État moderne.
La démocratie repose sur la présomption d'un contrat ouvert. Elle croit que tous sont égaux devant l'ensemble des règles. Mais l'ordre orange démontre de manière éclatante que le contrat ouvert perd toujours face au serment tribal. Ils ne violent pas les lois, ils les écrivent. Ils ne se cachent pas de la justice, ils la rendent en robe judiciaire. Ils ne volent pas l'argent du budget, ils le reçoivent sous forme de subventions légales pour leurs fonds caritatifs. C'est là que réside leur vrai génie froid. Ils ont compris qu'il n'est pas nécessaire de construire des bunkers secrets ou de tisser des complots mystiques pour s'emparer du pouvoir. Il suffit d'utiliser les outils de l'État lui-même contre lui-même. Il faut pousser les principes de liberté de réunion et de liberté de conscience jusqu'à l'absurde absolu, paralysant, en les transformant en boucliers impénétrables pour leur propre ségrégation. L'État se trouve dans une trappe mortelle de sa propre tolérance. Il ne peut physiquement pas interdire ce club, parce que cela détruirait ses propres fondements libéraux. Il est forcé de tolérer, de protéger et de financer ceux qui sont prêts à éteindre l'économie d'une région entière pour le droit de défiler en marche sur une rue précise. Pourquoi sommes-nous restés aveugles si longtemps à cette menace systémique? Parce que notre pensée est irrémédiablement empoisonnée par la culture de masse et les clichés conspirationnistes. Nous attendons que les méchants portent des masques noirs, se réunissent au cœur de la nuit dans des entrepôts abandonnés et échangent des mallettes d'espèces. Mais les vrais architectes du contrôle total portent des vestons stricts et des chapeaux melons historiques. Ils boivent le thé avec des politiciens influents. Ils inaugurent solennellement des kermesses caritatives. Ils siègent au conseil d'administration d'établissements éducatifs prestigieux. Leur pouvoir est tellement omniprésent, tellement routinier, qu'ils se font complètement dans le paysage quotidien, devenant absolument invisibles à l'œil non armé. Nous refusons de croire que derrière cette apparence respectable se cache un mécanisme impitoyable de sélection de caste, qui brise quotidiennement les destins de milliers de personnes, osant naître dans la mauvaise confession. Cette cécité sociale n'est pas un hasard. C'est le résultat d'un travail sur l'opinion publique où toute tentative de pointer l'injustice est marquée comme une atteinte à la liberté de religion. Cette dilemme insoluble met à nu la fragilité effrayante de notre ordre mondial. Nous avons l'habitude de penser que le progrès civilisationnel est absolument irréversible. Mais la réalité cachée derrière les façades ennuyeuses des salles oranges réfute cruellement cette foi libérale naïve. Il s'avère que le besoin archaïque d'appartenir à une meute fermée, de dominer les étrangers et de diviser tout le monde environnant en amis et ennemis n'a pas disparu. Et s'est simplement rhabillé en costume d'affaires, a appris à remplir impeccablement les déclarations fiscales et à engager des avocats de premier ordre. Cette force primitive s'est révélée bien plus solide que n'importe quel institut constitutionnel moderne. La réponse réside dans la différence des horizons de planification. Les politiciens étatiques pensent en termes courts de cycles électoraux. Ils planifient leur vie 4 ou 5 ans à l'avance, tandis que la fraternité fermée pense en termes de longues générations, de siècles et de transmission continue de la terre et du statut du père au fils. L'État repose sur un contrat social froid qui peut être révisé. La fraternité repose sur le sang et la foi, qui ne sont soumis à aucune négociation démocratique. C'est précisément pourquoi, dans la perspective historique à long terme, l'appareil bureaucratique séculier perdra toujours cette guerre d'usure épuisante. Tout fonctionnaire principiel part tôt ou tard à la retraite ou perd les élections. Et la salle orange reste imperturbablement debout à son carrefour stratégique. Le registre cadastral continue fidèlement d'enregistrer leurs droits de propriété. Les trusts fonciers continuent d'accumuler des fonds. De nouvelles générations de jeunes continuent d'enfiler les chapeaux melons et de rejoindre les rangs des loges, sachant précisément
que ce ruban orange vif sera leur billet principal vers les plus hautes sphères du pouvoir. Cette machine se reproduit silencieusement elle-même avec une précision mathématique effrayante, ignorant avec arrogance le changement d'époque. Le vrai pouvoir absolu n'a absolument pas besoin de l'approbation démocratique de la majorité. Il lui suffit amplement de la loyauté fanatique d'une minorité soudée, qui n'hésite absolument pas à utiliser tout un État comme un outil obéissant pour atteindre ses objectifs. Tôt ou tard, le soir viendra. Les foules de badauds fatigués se disperseront chez eux. Les équipes télévisées rangeront leurs caméras. Et la police étatique lèvera son lourd cordon. Les tambours se tairont, mais les structures resteront. Le son de la marche n'est qu'un court souffle démonstratif du système. C'est simplement un signal public envoyé dans l'espace pour rappeler à tous qui est le véritable maître ici. Et son inspiration constante, c'est le travail tranquille et quotidien dans les cabinets des juges suprêmes, dans les quartiers généraux fermés des partis au pouvoir et des services de police. Les bâtiments continueront de garder leur carrefour. Les statuts caritatifs continueront légalement de protéger les budgets de la fraternité de l'imposition. Ce phénomène dépasse de loin les limites d'une région spécifique. C'est un miroir universel, dans lequel se reflète l'essence même du contrôle politique dans le monde moderne. Qu'en pensez-vous? Comment, selon vous, la société devrait-elle agir quand elle se heurte de front à une telle machine de domination absolument légale? Peut-on du tout vaincre un système qui utilise la loi comme l'arme la plus puissante contre cette même loi?